La vitesse, le confort, deux promesses qui ont changé notre monde depuis 1903, quand deux frères, les frères Wright, ont défié la gravité. Depuis, l'humanité vole, plus haut, plus vite, plus loin. Mais quand le grand oiseau de métal perd le contrôle, le rêve se transforme en cauchemar. Car si chaque accident aérien est une tragédie, certains défient l'imagination. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les 15 crashs d'avions les plus terrifiants de l'histoire. Numéro 1. La catastrophe de l'aéroport de Tenerife. Quand on pense à un crash d'avion, on imagine souvent un accident en plein vol. Pourtant, celui-ci s'est produit sur la piste. Il impliquait deux Boeing 747 lourdement chargés, entrés en collision au sol. Ces appareils appartenaient à KLM et Pan American World Airways. Tous deux avaient été déroutés vers cet aéroport ce jour-là et se préparaient à repartir pour poursuivre leur trajet vers Gran Canaria. Le vol KLM provenait d'Amsterdam Schiphol, à destination de Gran Canaria, avec 234 passagers et 14 membres d'équipage à bord lors du départ de Tenerife. Le vol Panam, lui, venait de Los Angeles vers New York JFK, puis Gran Canaria, transportant 380 passagers et 16 membres d'équipage. Malheureusement, le 27 mars 1977, une série d'événements incontrôlables fit que les deux avions se retrouvèrent sur la même piste. Incapables de se voir. Aucun des deux ne devait initialement atterrir là. Comme plusieurs autres appareils, ils avaient été déroutés de l'aéroport de Las Palmas, à Gran Canaria, après une alerte terroriste. Une bombe avait explosé dans le terminal, blessant 8 personnes. Le mouvement indépendantiste des Canaries revendiqua l'attentat, et une seconde bombe fut annoncée. Tous les vols entrants furent donc redirigés vers le petit aéroport de Los Rodeos, doté d'une seule piste, d'une voie de circulation parallèle et de peu de places de stationnement. Les avions déroutés durent se garer sur la voie principale, obligeant les appareils au départ à circuler sur la piste même. Ce jour-là, seuls 2 contrôleurs aériens étaient de service, devant gérer un trafic inédit pour l'aéroport. Le vol Panam était prêt à partir en premier, puisque ses passagers n'étaient pas descendus, contrairement à ceux du KLM. Mais le Panam fut bloqué par le 747 de KLM et dut attendre. L'ingénieur de vol et le copilote descendirent pour vérifier l'espace de passage, mais conclurent qu'ils ne pouvaient pas passer et durent patienter. Le retard s'accrut lorsque le KLM fit le plein complet avant le départ, une décision qui s'avéra fatale. Le copilote et l'ingénieur de vol avaient suggéré de faire le plein à Las Palmas, mais le commandant insista pour le faire sur place. À 16h56, la tour autorisa le KLM à remonter toute la piste et à se positionner pour le décollage à l'autre extrémité. À 17h02, elle donna au Panam l'ordre de s'engager sur la piste et de la quitter par la 3e bretelle. Rien d'anormal jusque-là pour un aéroport surchargé, où la piste servait aussi de voie de circulation. Cependant, le Panam ne prit pas la 3e sortie, ce qui aurait nécessité 2 virages de 148 degrés pour rejoindre le taxiway principal. On ignore pourquoi cette instruction fut donnée. Mais avec la faible visibilité et des consignes confuses, l'équipage continua jusqu'à la 4e sortie. Les véritables problèmes commencèrent lorsque la tour transmit les instructions de décollage au KLM, sans toutefois lui donner l'autorisation de décoller. Le commandant relâcha les freins et mit les gaz, alors que la réponse de la tour, invisible à cause du brouillard, était « Tenez-vous prêt au décollage, je vous rappellerai ». L'équipage du KLM manqua probablement une partie du message à cause d'interférences radio. Au même moment, le Panam transmit « Nous roulons encore sur la piste ». Le chevauchement des communications fit que le KLM n'entendit aucun des 2 messages essentiels. Et, avec le brouillard, les 2 avions ne pouvaient se voir. Il restait pourtant une dernière chance d'éviter la catastrophe. La tour demanda au Panam de signaler lorsqu'il aurait libéré la piste. Ce message fut entendu dans le cockpit du KLM, et l'ingénieur demanda 2 fois si l'autre avion était dégagé. Sans que cela ne soit vérifié, le KLM s'élança alors sur la piste, fonçant droit sur le Panam, qui approchait de la 4e sortie. D'après l'enregistrement du cockpit, c'est le commandant du Panam qui aperçut le premier l'avion fonçant vers lui. Il poussa les moteurs à plein régime et tenta de virer à gauche vers l'herbe. Quand l'équipage du KLM distingua enfin l'autre appareil, il tenta un décollage anticipé, mais il était déjà trop tard pour s'arrêter. Le nez et le train avant passèrent au-dessus du Panam, mais le fuselage inférieur et le train principal percutèrent le centre du fuselage supérieur de celui-ci. Le moteur droit se détacha et frappa le pont supérieur. Des fuites de carburant déclenchèrent un incendie qui causa la plupart des morts.
Avec sa faible vitesse et ses moteurs endommagés, le KLM décrocha et s'écrasa environ 150 mètres plus loin. Avec son plein de carburant, l'incendie fut dévastateur. L'accident fit 583 victimes. Tous les passagers et membres d'équipage du KLM périrent. Il y eut 61 survivants à bord du Paname, dont l'équipage. Les deux avions furent entièrement détruits. Si ce crash aurait pu être évité, le suivant, lui, ne laissait aucune chance. Numéro 2. Vol 123 de la Japan Airlines. Cet accident compte parmi les pires crashs d'avion de l'histoire. Il s'est produit le 12 août 1985, lorsque le vol 123 de la Japan Airlines a décollé de l'aéroport de Haneda à Tokyo à destination d'Osaka. Tout se déroulait normalement durant les premières minutes, jusqu'à ce que le chaos éclate entre la 4e et la 6e minute de vol. La cloison de pressurisation arrière, qui permet de maintenir la pression dans l'appareil et d'éviter qu'il n'explose, s'est soudain rompue. Cette défaillance a provoqué une dépressurisation rapide de la cabine, arraché la dérive de l'avion et mis hors service les systèmes hydrauliques, ceux qui permettent aux pilotes de contrôler les autres mécanismes de vol. En d'autres termes, sans ces fonctions vitales, l'avion devenait presque impossible à piloter. Avant même d'avoir pu envisager une solution, l'appareil s'est mis à tournoyer hors de contrôle pendant 32 minutes terrifiantes. Après une lutte désespérée, les pilotes ont malheureusement perdu le combat, et l'avion s'est écrasé sur le flanc du mont Ozutaka. 505 passagers et 15 membres d'équipage ont perdu la vie, tandis que seuls 4 survivants ont été retrouvés. L'enquête révéla par la suite que la rupture de la cloison provenait d'une réparation inadéquate, effectuée plus de 7 ans avant l'accident. À la suite de cette tragédie, les autorités ont renforcé les règles et les politiques d'entretien des avions, afin d'éviter qu'une catastrophe aussi facilement évitable ne se reproduise un jour. Numéro 3. La collision aérienne la plus meurtrière. Le 12 novembre 1996, 2 avions sont entrés en collision en plein vol, avant de s'écraser près d'une petite ville appelée Charki Dadri, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Delhi. L'un des appareils appartenait à Kazakhstan Airlines et l'autre à Saudi Arabian Airlines. L'accident s'est produit à 18h40, alors que le vol kazakh approchait en sens inverse. Le contrôleur demanda à l'avion du Kazakhstan de maintenir une altitude de 14 000 pieds et d'attendre ses instructions. Peu après, l'équipage signala être à 15 000 pieds, à 46 000 de l'aéroport. Le contrôleur répondit « Reçu, maintenez 150. Trafic identifié à 12 heures. Boeing 747 saoudien en approche opposée, à 14 000. » L'équipage kazakh demanda confirmation de la distance, et le contrôleur précisa « 14 000 maintenant, reçu 1907. » N'obtenant pas de réponse, il répéta « Trafic à 13 000, niveau 140. » Sans raison apparente, l'appareil kazakh descendit en dessous de l'altitude assignée et entra en collision avec le Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines. Les 2 avions s'embrasèrent immédiatement et chutèrent au sol. Le crash tua les 349 passagers et membres d'équipage à bord. Plus de 500 tonnes de débris s'abattirent sur les champs de moutarde et de coton de Charki Dadri, dans l'Haryana. Cet accident entraîna 2 changements majeurs dans l'aviation civile. La cause fut attribuée à une mauvaise communication liée à la barrière linguistique. À la suite de cela, les autorités internationales rendirent obligatoire la maîtrise de l'anglais dans le domaine aéronautique, afin que pilotes et contrôleurs puissent se comprendre clairement et éviter toute erreur humaine. Le crash conduisit également à l'installation généralisée des systèmes anti-collision TCAS, qui alertent les pilotes lorsqu'un autre appareil entre dans leur espace aérien. Numéro 4. L'attentat de Lockerbie. Le 21 décembre 1988, le vol 103 de la Pan American, un Boeing 747, décolla de Londres à destination de New York. Alors qu'il montait sur sa trajectoire vers le nord, il explosa au-dessus de la ville de Lockerbie, dans la région de Dumfries and Galloway, au sud-ouest de l'Écosse. L'explosion fit 270 victimes, originaires de 21 pays. Au départ, on pensa à une défaillance technique, mais l'enquête révéla plus tard qu'il s'agissait d'une dissimulée dans un lecteur radiocassette placé dans une valise, à l'avant de la soute à bagages. L'explosion provoqua un trou de 50 cm sur le flanc gauche du fuselage. D'après les enquêteurs, aucune procédure d'urgence n'avait été enclenchée dans le cockpit et aucun message de détresse n'avait été enregistré. Seul un sifflement de 180 millisecondes fut capté,
au moment où la déflagration détruisait le centre de communication de l'avion. À cause d'accidents de ce type, l'administration de la sécurité des transports met aujourd'hui en œuvre divers moyens pour détecter les explosifs dans les aéroports. Numéro 5. Le vol 007 de la Korean Air. Oubliez les pannes techniques. Durant la guerre froide, voler était extrêmement dangereux. Les tensions politiques de l'époque, combinées au système de défense aérienne et aux états d'alerte permanents, rendaient les frontières particulièrement risquées. Entre 1950 et 1970, environ 15 avions militaires américains furent abattus par les forces soviétiques, tandis que 3 appareils soviétiques furent descendus par les Américains. Mais le 1er septembre 1983, ce fut un avion civil qui en fit les frais. Le vol 007 de la Korean Air, reliant New York à Séoul, disparut soudainement au-dessus de la mer du Japon avec 269 personnes à bord. Les autorités lancèrent aussitôt les recherches et l'on découvrit que l'appareil avait été abattu par un missile russe, probablement alors qu'il volait dans l'espace aérien international. Il s'était écrasé au large de la pointe sud de l'île de Sakhalin, territoire russe au nord du Japon. Cette tragédie provoqua l'horreur et l'indignation dans le monde entier. Le président américain Ronald Reagan la qualifia de crime contre l'humanité. Selon certains experts, cet incident rapprocha les États-Unis et la Russie d'une guerre comme jamais depuis la crise des missiles de Cuba. Numéro 6. Le vol 981 de la Turkish Airlines. Parfois, il suffit de s'assurer que tout est bien en place pour éviter une tragédie. Le 3 mars 1974, un simple détail causa pourtant un accident d'avion majeur. Le vol 981 de la Turkish Airlines devait relier Istanbul à Londres-Heathrow avec une escale à l'aéroport d'Orly, à Paris. Le trajet entre Istanbul et Orly se déroula sans encombre, durant 4 heures de vol. Mais la seconde partie, entre Orly et Londres, débuta à 12h32 et tourna rapidement au drame. Alors que l'appareil survolait Meaux, à une cinquantaine de kilomètres, il perdit brutalement sa porte arrière de soute. Cette perte provoqua une différence de pressurisation massive avec la cabine située juste au-dessus. Cette partie de l'avion fut arrachée, emportant avec elle 6 passagers. Mais la perte de la porte fit également perdre au pilote le contrôle de systèmes essentiels, le gouvernail, la profondeur et le moteur numéro 2. L'avion piqua du nez à 20 degrés, gagnant de la vitesse. Malgré leur tentative pour redresser l'appareil, les pilotes ne purent reprendre le contrôle. 77 secondes après la perte de la porte, l'avion s'écrasa dans la forêt d'Ermenonville à une vitesse de 783 km/h, se désintégrant en milliers de morceaux. L'ampleur des débris rendit l'identification des victimes et la collecte de preuves extrêmement difficile. Au total, les 346 personnes à bord, 11 membres d'équipage et 335 passagers, périrent. L'enquête révéla qu'un défaut de conception, combiné à une erreur de procédure au sol, était à l'origine du drame. La charnière de la porte arrière de soute n'était pas en position correcte et les verrous n'étaient pas enclenchés. En atteignant 11 000 pieds, les boulons cédèrent et la porte s'ouvrit. Ce jour-là, Turkish Airlines ne disposait d'aucun ingénieur à Orly. C'est le bagagiste Mohamed Mahmoudi qui ferma la porte. Après avoir suivi la procédure standard, le voyant d'alerte s'éteignit, lui laissant croire que tout était verrouillé. En réalité, les verrous n'étaient pas engagés et le voyant du cockpit donnait une fausse indication. Numéro 7. Le vol 447 d'Air France. Le 31 mai 2009, le vol 447 d'Air France devait relier comme d'habitude Rio de Janeiro Galeão, au Brésil, à Paris-Charles de Gaulle, en France. Personne ne savait encore que ce vol serait son dernier. Les 216 passagers et 12 membres d'équipage quittèrent Rio de Janeiro sans incident notable, grimpant jusqu'à 35 000 pieds en longeant la côte brésilienne. Plus au nord, ils contactèrent le centre de contrôle de Recife, responsable de la zone la plus orientale du pays et des eaux environnantes. Mais une fois assez loin des côtes, le vol AF447 entra dans la zone de l'Atlantique Sud, dépourvu de couverture radio conventionnelle, ce qui rendait le suivi plus difficile. Le temps y était typique du début de l'été. Des formations orageuses puissantes et des turbulences importantes. Peu avant 2 h du matin, le 1er juin 2009, le commandant de bord quitta le cockpit pour aller se reposer, laissant sa place au 3e pilote. 8 minutes plus tard, les 2 copilotes ressentirent une chaleur inhabituelle et une odeur étrange, probablement causée par une grande quantité d'eau et de glace aspirée dans les moteurs.
Des cristaux de glace frappaient le fuselage de l'A330, tandis que les turbulences s'intensifiaient. À 2h10, le pilote automatique et l'automanette se déconnectèrent et l'avion s'inclina sur la droite. De façon critique, l'indicateur de vitesse chuta de 275 à 60 nœuds, tandis que l'altimètre baissait de plusieurs centaines de pieds. Surpris, les pilotes prirent les commandes manuellement. Le copilote tenta de corriger la situation en tirant sur le manche et en agissant sur les ailerons gauche. Malheureusement, chaque correction excessive entraîna une surcompensation, faisant grimper l'avion jusqu'à 38 000 pieds. Les alarmes et messages d'alerte ECAM se multiplièrent. Parmi eux, un avertissement de décrochage retentit, tandis que les voyants de danger et de précaution s'illuminaient dans un chaos de sons et de lumière. Désorientés, les pilotes peinèrent à comprendre la situation, oubliant plusieurs procédures essentielles. L'avion se transforma alors en véritable montagne russe, oscillant violemment de haut en bas pendant de longues minutes. Finalement, le vol 447 entra en décrochage et tomba du ciel, s'écrasant dans l'océan Atlantique. Les 228 personnes à bord perdirent la vie dans ce tragique accident. Numéro 8. Le vol 302 d'Ethiopian Airlines. Alors que le vol 610 de Lion Air s'était abîmé en mer de Java au bout de 13 minutes en octobre 2018 à cause d'un problème de commande de vol, le vol 302 d'Ethiopian Airlines n'a mis que 6 minutes à s'écraser. Le vol de Lion Air s'était précipité dans la mer en raison d'un dysfonctionnement du système MCAS, un dispositif du nouvel avion censé corriger son angle de montée, mais qui, par erreur, poussait le nez de l'appareil vers le bas malgré les efforts des pilotes. 5 mois plus tard seulement, le vol 302 d'Ethiopian Airlines, reliant Addis Abeba à Nairobi, au Kenya, subissait le même sort. Il s'écrasa 6 minutes après le décollage. L'enquête révéla des causes similaires à celles du vol 610. Au total, les deux accidents firent 346 morts. À la suite de ces catastrophes, la FAA et Boeing décidèrent de clouer au sol tous les 737 MAX 8 pour des inspections approfondies. Correction des problèmes de câblage, réparation du système de contrôle de vol et meilleure formation des pilotes. En novembre 2020, le 737 MAX fut de nouveau autorisé à voler, mais ses ennuis n'étaient pas terminés. En avril 2021, Boeing ordonna l'immobilisation d'environ 160 appareils supplémentaires pour résoudre un nouveau problème logiciel. Avec toutes ces péripéties, oseriez-vous monter à bord de l'un de ces avions? Numéro 9. Le vol 182 d'Air India. Terroristes considèrent les avions comme des cibles idéales, car un seul attentat peut faire de nombreuses victimes. Le vol 182 d'Air India en fut une tragique illustration. Le 23 juin 1985, ce vol reliant le Canada à l'Inde via Londres explosa au large des côtes irlandaises, tuant les 329 personnes à bord. L'explosion provenait d'une bombe dissimulée dans une valise transférée sur le vol, alors que le détenteur du billet n'était jamais monté à bord. Parmi les passagers se trouvaient 268 Canadiens, pour la plupart d'origine indienne, et 24 citoyens indiens. Pendant que le vol 182 était encore en l'air, une autre explosion secoua l'aéroport de Narita, à Tokyo, tuant 2 bagagistes japonais. L'enquête montra que cette bombe était liée à l'attentat contre le vol 182 et destinée à un autre avion d'Air India en partance pour Bangkok. Mais elle avait explosé prématurément. Les enquêteurs canadiens conclurent que les attaques avaient été planifiées par des séparatistes sikhs cherchant à venger l'assaut meurtrier de l'armée indienne contre le temple d'or d'Amritsar en 1984. Numéro 10. Le vol 191 de Delta Airlines. Après avoir terminé la première partie du trajet entre New York et Denver, le vol 191 de Delta décolla de l'aéroport de Stapleton à 14h47 pour un vol de 2h26 à destination de Portland. L'appareil contenait environ 46 700 livres de carburant, alors que le plan de vol n'en exigeait que 31 000 pour ce trajet. À l'approche de Portland, l'équipage sortit le train d'atterrissage et sentit une vibration inhabituelle. Le voyant confirmant le déploiement du train ne s'alluma pas, plongeant les pilotes dans l'incertitude. Inquiets, ils contactèrent la tour de contrôle de Portland pour demander l'autorisation d'effectuer un circuit d'attente afin de diagnostiquer le problème. Pendant près d'1 heure, l'avion tourna au-dessus du sud-est de Portland avant que l'équipage ne décide de tenter un atterrissage d'urgence. Durant tout ce temps, personne ne vérifia la quantité de carburant restante. Or, le maintien du train sorti et des volets à 15 degrés
accéléra la consommation. Lors de l'approche, les moteurs 3 et 4 s'éteignirent faute de carburant. En s'alignant sur la piste 28L, les pilotes perdirent la puissance des moteurs restants. Après avoir lancé un Mayday, l'appareil s'écrasa dans une zone boisée à 6 km au sud-est de l'aéroport. Sur les 189 personnes à bord, l'ingénieur de vol, une hôtesse et 8 passagers perdirent la vie. Les secours arrivèrent rapidement, permettant de transporter les survivants vers les hôpitaux les plus proches. Rien n'est plus terrifiant que de se retrouver dans une situation où la mort semble inévitable. Tous les moyens de transport comportent des risques, mais les accidents aériens sont souvent d'une ampleur catastrophique, ne laissant guère de place à de simples collisions ou à des atterrissages forcés. Le plus fou, c'est qu'on ne peut presque rien faire pour sauver des vies, car un avion lancé en vol ne peut pas être arrêté facilement. Malgré les immenses progrès de la technologie et de l'ingénierie aéronautique, verra-t-on un jour la fin des tragédies liées au crash d'avion? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 11. Le vol 427 de US Airways. Alors que le vol 427 de US Airways amorçait son approche vers Pittsburgh le 8 septembre 1994, le Boeing bascula soudainement sur la gauche et chuta de 1500 mètres, s'écrasant au sol et tuant les 132 personnes à bord. Les enregistrements de la boîte noire révélèrent que la gouverne de direction s'était brusquement déplacée en position extrême gauche, provoquant le roulis. Mais pourquoi cela s'était-il produit? La compagnie US Air accusa l'avion, tandis que Boeing blâma l'équipage. Il fallut près de 5 ans au NTSB pour conclure qu'une valve bloquée dans le système de commande de la gouverne avait inversé son fonctionnement. Alors que les pilotes appuyaient sur la pédale droite, la gouverne partait à gauche. En conséquence, Boeing dépensa 500 millions de dollars pour modifier les 2800 avions concernés à travers le monde. Et à la suite des tensions entre la compagnie et les familles des victimes, le Congrès adopta le Aviation Disaster Family Assistance Act, transférant la prise en charge des proches des victimes au NTSB. Numéro 12. Le vol 17 de Malaysia Airlines. Si vous pensez que les avions sont désormais à l'abri d'être abattus, détrompez-vous. Le 17 juillet 2014, le vol 17 de Malaysia Airlines quitta Amsterdam avec 13 minutes de retard sur l'horaire prévu, soit vers 12h30. Vers 16h20, un missile solaire lancé depuis une zone située au sud-est de la trajectoire explosa à proximité de l'appareil, juste au-dessus et à gauche du cockpit. L'explosion et les éclats du missile détruisirent la cabine de pilotage, tuant instantanément les 3 membres d'équipage qui s'y trouvaient. À bord se trouvaient 283 passagers, dont 80 enfants, ainsi que 15 membres d'équipage. L'enquête internationale conclut que le missile Buk provenait du territoire russe et avait été tiré depuis un champ contrôlé par des séparatistes pro-russes. Cet acte inhumain a conduit des centaines de personnes à une mort prématurée. Numéro 13. Le vol 592 de ValueJet. Bien que la FAA ait pris des mesures contre les incendies en cabine après l'accident d'Air Canada en 1983, elle n'avait rien fait pour protéger les soutes des avions de ligne. Il fallut le crash du vol 592 de ValueJet le 11 mai 1996 pour qu'elle réagisse enfin. L'incendie à bord provenait de générateurs d'oxygène chimique mal emballés par SaberTech, le sous-traitant de maintenance de la compagnie. Un choc en activa un, déclenchant un feu alimenté par l'oxygène dégagé. Les pilotes n'eurent pas le temps d'atterrir et les 110 personnes à bord périrent. À la suite de ce drame, la FAA imposa l'installation de détecteurs de fumée et de systèmes d'extinction automatique dans les soutes de tous les avions commerciaux et renforce les règles interdisant le transport de marchandises dangereuses en vol. Numéro 14. Le vol 797 d'Air Canada. Voici l'un des crashs les plus terrifiants de l'histoire de l'aviation. Il eut lieu le 2 juin 1983. Le vol 797 d'Air Canada reliait Dallas, au Texas, à Toronto, au Canada. L'équipage remarqua soudain de la fumée dans une des toilettes arrière et tenta d'éteindre l'incendie avant de contacter la tour de contrôle et de déclarer l'urgence. Alors que la fumée envahissait la cabine, les pilotes procédèrent à un atterrissage d'urgence à Cincinnati, dans l'Ohio, à l'aéroport international de Greater Cincinnati. Le feu avait presque entièrement détruit les instruments du cockpit, forçant les pilotes à se poser à l'aveugle.
Les pompiers de l'aéroport intervinrent immédiatement, tandis que les passagers et les hôtesses évacuaient par les portes avant, et que le commandant et le copilote sortaient par les fenêtres du cockpit. Malheureusement, tout le monde n'eut pas le temps de fuir. Une explosion de flammes ravagea la cabine 90 secondes après l'ouverture des issues. Au total, 23 personnes perdirent la vie dans cet incendie. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.